bien en plus entre nous, entre membres du projet. On leur fera une démo, une formation comme on fait d'habitude quand ce sera terminé. Et de toute manière, une fois que c'est sorti, ils n'ont plus le choix. Super, on va sortir notre produit, il ne va pas être utilisé. Allez Michel, viens, en plus tu sais super bien poser des questions cons. C'est vrai, Michel, tu le penses vraiment? Ah, c'est gentil. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis maîtrise d'ouvrage dans la société Coupe Coupe, spécialisée dans le secteur suisse. Bonjour, moi c'est Michel et je suis product owner chez Coupe Coupe. On est vraiment émus que Sylvia et Grégory nous aient demandé d'illustrer leur conférence. Et très flatté que notre couteau soit mis à l'honneur. Bonne conférence! Tu vas là-bas. Dans mes premières expériences, j'étais comme Michel. J'osais pas aller voir les utilisateurs. Je faisais des démos, je vendais mes nouvelles fonctionnalités et je ne savais pas comment faire autrement. Puis, j'ai découvert les tests utilisateurs. Je me suis plantée plusieurs fois. J'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, avec Greg, on voudrait vous partager nos apprentissages. Ce que j'observe dans les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est quoi? C'est qu'ils ont exactement la même réticence que nous face à ces fameux utilisateurs. Mais quel est le coût de ne pas faire ces tests utilisateurs? De sortir des produits, de démontrer, présenter des fonctionnalités, sans finalement jamais les utiliser. Ce qu'on appelle test utilisabilité modérée, c'est-à-dire des tests utilisateurs avec une personne qui anime, sont généralement faits avec des UX designers. Mais les responsables produits peuvent aussi s'en charger, comme c'est le cas de Michel et Michel. Dans cette conférence, on va voir ensemble comment bien mener ces tests d'utilisabilité avec modérateur. Peu importe qui le fait dans l'entreprise, l'important c'est que tout le monde soit acculturé à cette pratique et sache ce qui se cache derrière. On va voir ensemble quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les bons comportements et quelles sont les bonnes questions à poser pour récolter du feedback génialissime. On va traverser ensemble 5 étapes du test utilisateur. La première, c'est la rencontre, le premier contact avec l'utilisateur, parce que des tests d'utilisabilité, ça se fait un modérateur, une modératrice, un utilisateur, une utilisatrice, le premier contact. L'étape 2, les questions de contextualisation pour mieux appréhender la personne qui va être à côté de nous. L'étape 3, l'introduction au test qui va permettre à la personne de savoir un peu ce qui va se passer. La 4e étape, le test. Et la 5e, les questions de débrief pour récolter l'avis général sur l'expérience vécue. Cette conférence, elle sera illustrée par nos amis Michel et Michel, qui sont des amis de l'entreprise Coupe Coupe, qui ont fait tester leur prototype de nouveaux couteaux, qu'ils nous ont gentiment prêtés d'ailleurs pour cette conférence, merci à eux. Nous, on a participé aussi à des démonstrations en tant qu'utilisateurs. Donc eux, ce seront les modérateurs et modératrices, et nous serons les utilisateurs et utilisatrices. Commençons par la première étape. Donc, la première étape, l'objectif de la rencontre, c'est vraiment de créer le contact avec votre utilisateur, le mettre dans le bain, etc. Donc, imaginons, j'arrive, je vais à l'encontre chez mon potentiel utilisateur, je vais être accueilli et je vais générer cette connexion. Donc, bonjour, merci de m'accueillir chez vous, c'est très joli. Est-ce que je peux m'installer ici pour le test ? Et c'est qu'au moment où on aura fait cette introduction, qu'on aura pris un café ensemble, que ce soit... elle est fiable cette chaise. Que si la personne vient chez vous, vous lui offrez un café. Si vous venez chez elle, vous vous adaptez à son rythme. Et c'est qu'à partir du moment où vous allez être dans un espace pour commencer l'exercice, que vous pouvez commencer à parler de l'exercice. Avant ça, ce n'est que de la connexion. Et donc, à partir du moment où vous êtes installé, vous pouvez initier des explications. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe.
Je vais d'abord vous poser quelques questions pour apprendre à vous connaître. Ensuite, je vais vous expliquer plus en détail comment va se passer le test. On fera le test ensemble et vous pourrez manipuler le couteau. Et enfin, on débriefera, on regardera ensemble ce que vous en avez pensé. Ce qui serait intéressant pour moi, c'est de pouvoir vous filmer de manière à rester toujours avec vous et toujours vous écouter et pas être déconcentré par une prise de notes. Et si vous êtes d'accord, je vais juste vous demander de remplir un formulaire de droit à l'image. Mais si ça vous gêne, si ça vous pose un problème, j'éteins la caméra, je serai toujours là, je vous demanderai juste un petit peu de temps pour, de temps en temps, prendre des notes. Et là, on a commencé à créer le climat, on a commencé à faire la toute première étape de cette partie de test. Passons à la deuxième. La deuxième, les questions de contextualisation. L'objectif de cette étape est vraiment de mettre en perspective le profil de votre utilisateur avec les feedbacks qu'ils vont vous donner. Par exemple, moi, quand j'étais chez Air France, je travaillais en tant que PO dans un environnement cargo avec le fret. On a développé un logiciel qui indiquait à l'utilisateur, on va dire au consommateur qui venait chercher sa marchandise, qui venait d'ailleurs, si elle était dispo et aussi où le manutentionnaire pouvait aller le récupérer dans les hangars. Donc, on a testé ce fameux produit avec nos deux utilisateurs, l'agent d'accueil derrière son petit comptoir, derrière son petit pupitre, qui répondait aux clients qui venaient le voir en disant oui, c'est bon, qui validait avec lui que le produit était bien sur site, et le manutentionnaire sur son chariot d'élévateur qui circulait dans le hangar et qui allait récupérer la marchandise pour l'amener au client. On s'est rendu compte finalement, au travers des feedbacks qu'ils nous faisaient, que c'était vraiment deux profils complètement différents. Imaginez-vous l'agent d'accueil derrière son comptoir à essayer de regarder où il allait mettre la référence et avoir l'état de la commande, et le manutentionnaire en commandant avec ses grands gants et sa tablette pour saisir le code de la référence et afin de savoir où il était. Donc, les questions de contextualisation servent vraiment à identifier les profils de vos utilisateurs pour vraiment mettre en relation le feedback qu'il va vous donner et son utilisation, son contexte. On a Michel qui va nous faire une présentation avec Grégory en tant qu'utilisateur et on va voir comment ça se passe. Ah non, j'ai cru que j'avais... Vous êtes bien Monsieur Pignon? Oui? Avez-vous plus de 50 ans? Non? Avez-vous moins de 18 ans? Non? Diriez-vous que vous habitez en milieu urbain? Oui? Bon, vous partez des fois à la campagne, non? Rarement? Rarement, c'est suffisant. Avez-vous des enfants? Non. Partez-vous avec eux en vacances? Ah non, j'ai pas d'enfant. Ok. Avez-vous déjà un couteau? Oui. Vous l'avez déjà utilisé pour tuer un ours? Non? Ok, c'est bon pour moi. A déjà utilisé un couteau. Donc d'après vous, est-ce que ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé? Est-ce que c'était une bonne manière de faire, une mauvaise manière de faire? Levez la main, pouce en l'air, pouce baissé. Ah, c'est mitigé. Non, arrête, ils sont bons. Effectivement, là, Michel, vous l'avez vu, en fait, focalisé sur son outil derrière son écran, limite, on se demande si elle ne se cache pas, a posé des super questions fermées qui s'enchaînent, on ne sait pas pourquoi. En fait, elle n'écoute pas du tout la réponse de son utilisateur, de la personne qui va tester en tout cas. Et en fait, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien dans ces questions, il n'y a pas de connexion qui s'est créée. Là, on a vraiment une déconnexion qui s'est générée entre la personne qui va mener le test et le testeur. La télécommande n'est pas avec nous aujourd'hui. La télécommande est-tu là? Ça fait beaucoup trop, là. Donc, arrivent nos fameuses questions cons. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que vous êtes venus aujourd'hui, mais voilà. Donc, question con, c'est pour courte. Essayez voilà, de ne pas faire des tas de choses. Quand on anime un test, on en dit le moins possible. Donc, vraiment, question courte. Question ouverte, pas comme Michel à l'instant avec ses superbes questions fermées. Et neutre, ne pas orienter en fait, dans votre question, finalement, la réponse, le feedback que va vous faire l'utilisateur. Donc on vous met quelques exemples de questions cons, de comment la question fermée de Michel aurait pu être posée. Habitez-vous dans une grande ville, remplacée par
Où vivez-vous, qui est une question donc très courte, très simple à comprendre, très ouverte et qui va permettre d'avoir tout un panel de réponses possibles et de laisser parler l'utilisateur, la personne qui teste. Faites-vous souvent du camping? Quel type de vacances faites-vous le plus souvent? Avez-vous déjà un couteau? Alors, Michel ne le dit pas, multifonction. OK. Quel est votre usage des couteaux multifonctions? Voilà. Ces questions-là vont vraiment permettre de créer le dialogue. L'objectif n'est pas juste d'avoir la réponse. L'objectif est de créer le dialogue et de mettre la personne qui est à côté de nous dans une situation de conversation amicale, conviviale et de création de connexion pour être à l'aise dans toute la suite de l'exercice. Donc l'étape d'après, la troisième, l'introduction du test. Là, le but, c'est de vraiment mettre la personne à l'aise, de commencer à lui expliquer ce qui va se passer, parce que bon, souvent les utilisateurs chez qui on va ou quand on les reçoit n'ont pas forcément l'habitude de faire des tests utilisateurs. Et Greg va nous montrer comment faire. Le slide d'après, juste pour l'image. Je vais bientôt vous laisser manipuler ce couteau. Mais avant ça, j'ai juste 2 points à voir avec vous. La première, c'est que durant tout le moment où vous allez utiliser, tester des choses, regarder des choses, je vais vous demander de me dire tout haut ce qui se passe dans votre tête. Je vais vous demander de me dire tous les doutes que vous avez, les questions que vous vous posez, ce qui peut vous étonner. Et en fait, c'est vous qui allez parler, moi je serai là pour vous écouter. Là, on est face à face, mais ça serait mieux, je vais déplacer la chaise et je vais me mettre à côté de vous, pour que ça soit un peu moins solennel. Et donc voilà, vous allez parler, et de toute manière, si à un moment donné, je vois que vous rentrez dans votre tête, je viendrai vous poser des questions pour que vous recommenciez à me dire les choses. Ça va être super important pour nous, parce que ça nous permet vraiment de comprendre tout ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième chose qu'il faut voir ensemble, c'est qu'on est vraiment là pour tester ce couteau, et pas vous tester. Si vous ne savez pas comment utiliser les choses, si vous êtes bloqué, pour nous, c'est absolument génial, parce que ça va nous permettre d'améliorer cet objet qui, pour le coup, pour l'instant, pas encore sorti. Donc, si jamais, de toute manière, si vous êtes bloqué, moi, je suis là, je suis avec vous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, voilà, on se parle et vous me le dites et je vous aide. C'est OK pour vous? Donc, à votre avis, c'était comment? On n'avait pas répété ça, on n'avait pas dit ça. Non, mais tu m'as dit que j'avais le droit de dire ce que je voulais. Donc, pour résumer, en fait, là, ce que Greg vous a démontré, c'est que c'est très important, voilà, quand on le fait, voilà, c'est mettre à l'aise le testeur. Précisez bien que c'est pas lui qu'on va tester, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment l'objet, c'est ce fameux couteau qui est là pour récupérer du feedback. Demandez de verbaliser, expliquez-lui. Le but pendant le test, c'est que vous ne parliez pas et que la personne qui teste n'arrête pas, en fait. Mais ça nous est arrivé plusieurs fois de, voilà, la personne chemine et elle réfléchit et elle rentre dans sa pensée. Il faut qu'elle arrive, ou en tout cas, on doit l'inciter à exprimer ce qu'elle a dans sa tête. Être un soutien, on est vraiment là pour l'aider, on est animateur du test, donc voilà, on va faciliter tout ça pour que dans le bon déroulement du test. Et attention aux termes techniques. Alors nous, on a un peu utilisé exprès là, dans cette conf, voilà, des nouvelles fonctionnalités, des termes comme on peut parler d'MVP, voilà. Évitez tout ça. Là, le but, c'est vraiment de... non, il n'y a pas Nicolas, c'est comme si vous expliquiez à votre père agriculteur à la retraite comment va se dérouler le test. Ou si vous voulez faire tester le couteau à votre enfant de 3 ans. Non, ça on a dit non. Ah, c'est vrai. Donc là, on va voir une nouvelle démo. De Michel et Sylvia. Tout à fait. Bon, on va pouvoir lancer le test. Bon. Tu as raison. Ce n'est pas ça encore. Non. On a répété 20 fois quand même. Comme quoi. Non, on va d'abord voir, effectivement, Michel et Michel vont nous donner 2 choses qu'il vaut mieux éviter dans cette phase d'introduction. Nous sommes toujours dans la phase d'introduction. Bon, on va pouvoir lancer le test. Bon, vous allez voir, c'est pas grand-chose, c'est vraiment un travail en cours. Il y a peut-être des choses qui ne marchent pas. Vous nous direz, voilà, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais bon, c'est une version d'essai, on verra bien. Tenez. Non, mais vous inquiétez pas, il a l'air très bien ce couteau. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Michel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de sous-évaluer son produit, de dire que ce n'est pas grand-chose, que c'est un test, que ça ne va probablement pas marcher. Et donc, qu'est-ce que ça génère
chez la personne à côté, c'est l'envie de vous aider, de vous rassurer, de vous dire « mais non, mais vous inquiétez pas », c'est exactement ce que fait Sylvia dans la réponse. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de biaiser les feedbacks qui vont nous être donnés. Ça va être pas très génialissime, ça va surtout être pas très utile. Autre exemple? Vous allez tester notre tout nouveau couteau. Ça fait 2 ans qu'on est sur le design. J'ai moi-même supervisé toute l'équipe. J'ai mis vraiment beaucoup de moi dans ce couteau. Donc voilà, donc je vous demanderai de le tester, de me critiquer, de le critiquer. Bon bref, allez-y, testez-le. Non mais vous inquiétez pas, il a l'air très bien ce couteau. Donc là, clairement, on a quoi? Michel. Michel a vraiment transposé toute son énergie, tout son âme finalement dans la réalisation de couteau et l'a transmis au testeur. Donc là, on est en plein dans la crainte du jugement. Pareil, comme l'exemple d'avant, on est en train de biaiser le feedback que va nous faire le testeur. Il va ne pas oser dire de mauvaises choses parce qu'il va se dire bah mince, je suis en train de critiquer finalement la personne qui est en train de me demander de tester. Une bonne pratique qu'on a pratiquée justement lors des tests quand on les réalisait, parce que étant anciennement product owner, voilà, j'étais exactement dans la même situation. Je concevais, on galérait pendant 3 mois ou 4 mois de réalisation et on allait faire tester. C'est de mentir. C'est pas bien, je sais, on est enregistré en plus. Mince. C'est de mentir, c'est d'expliciter franchement, non, l'équipe de réal, c'est une autre, j'ai pas participé, donc voilà, vraiment, et insister sur le fait qu'on est en train de juger un produit et pas une personne. L'autre possibilité, si dans les sociétés dans lesquelles vous évoluez, il y a un service ou une partie UX designer, c'est de faire intervenir, finalement c'est aussi leur métier, des UX designers pour mener le test. Et comme ça, lui, il est tranquille, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'implication dans la réalisation. L'objectif, c'est vraiment de solidariser la partie émotionnelle, l'engagement émotionnel qu'on peut avoir, et aussi l'appréhension que peut avoir la personne qui va tester sur vous. Donc, en prenant des personnes qui sont extérieures et qui sont aguerries à ces pratiques-là, ça peut vous amener des chances de bien réussir cette pratique-là. Voilà. L'étape d'après, le test. Qu'est-ce qu'on fait à cette étape, l'objectif? L'objectif, c'est de tester. Alors. Donc, observons une démo de la part de Michel. Bon, commençons le test. Imaginons, vous êtes au camping et vous avez envie de vous faire un apéritif de camping. Et on a d'ailleurs mis une petite piquette pour le test que je vais vous demander de prendre pour tester le tire-bouchon. Ça rentre pas facilement. Ah bon? Oh, c'est surprenant. Il doit y avoir quelque chose qui empêche le tire-bouchon de s'enfoncer, mais normalement sur nos bancs de test, ça marchait vraiment très très bien. Maintenant, je vais vous demander de trouver la scie et de prendre la scie. Je vais vous aider. Il est ici. Non, elle n'est pas ici. Si, où est-ce qu'ils m'ont mis ça encore? Elle est là, elle est là. Bon, je vais vous montrer quelque chose de formidable. Le crochet multifonction. Ça, c'est notre petite fierté. Vous l'avez ici. Imaginez, dans votre camping, vous allez faire les courses et vous avez plein de sacs à porter à la main et ça vous fait mal. Vous pouvez accrocher vos sacs sur ce crochet et porter vos sacs sans vous faire mal. Vous faites du hockey? Admettons, vous faites du hockey. Vous pouvez utiliser le couteau pour tirer les lacets des chaussures de hockey. Vous aimez regarder des films sur votre téléphone? Beaucoup de gens adorent ça. Vous prenez le téléphone, vous mettez le couteau en support et vous pouvez poser le téléphone pour... Bon, là, la table glisse un petit peu, mais vous verrez, sur le produit fini, ça marchera très 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 bien. Voilà, pour moi, normalement, on a vu tout ce qu'on avait à voir. Voilà. Bah non, il est où le cure-dent? Le cure-dent? Ah, oui, oui, le cure-dent, oui, il arrive très bientôt. On est en train de travailler dessus et normalement, il est prévu, c'est la prochaine chose qu'on va rajouter dans la prochaine version. Alors, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé? Et qu'est-ce qui s'est mal passé? On va
faire appel à vous pour y répondre. J'ai envie de jouer avec ça. On avait envie de jouer avec ça. Qui a envie de nous partager qui s'est mal passé? Qu'est-ce que vous avez observé qui vous semble être problématique dans, cette, C'est même pas drôle. dans ce test? Déjà, le testeur n'a pas laissé le temps du tout à l'utilisateur de faire le tour de l'objet et il est intervenu beaucoup trop. Ouais, le contrôle. Il a pris complètement la direction du... Puis les questions, elles étaient cons, mais pas dans le bon sens. C'est pas la question Non, mais qu'on souhaiterait. dans le sens où, plutôt que d'aller chercher l'intention et de donner l'outil à la personne et de dire réponds à cette intention avec l'outil, il a dit fais ça. C'est différent. Il oriente complètement. Le testeur était gêné des réponses des besoins exprimés. Et en gros, un besoin que l'utilisateur exprimait, ça lui donnait envie de le zapper un peu et de passer à autre chose ou de le rassurer. Et surtout d'essayer de retomber sur ses pattes, quoi. Oui, ce sera dans la prochaine version. Vous voulez plus haut, on joue. Et il a l'air de très très bien connaître son produit en plus. Hein. Vraiment, bravo. Effectivement. C'est aussi un... Attention. Ah, presque. Il n'écoute pas du tout l'utilisateur qui est en train de tester. Ah, pas de connexion. Voilà. Ça ne peut pas faire de mal à personne. Oh, ça va? Ça va? Il écoute pas le testeur, il n'existe même pas le testeur. 1%, mettre des règles de sécurité dans les tests aussi, pour éviter que quelqu'un se blesse. On aurait dû envoyer le couteau, tiens. Allez, une dernière. J'allais dire que la testeuse, elle parle même pas, il lui coupe la parole sans cesse, et aussi quand il lui fait tester la scie, elle a rien pour tester la scie. Effectivement, le rapport Michel qui parle, quoi, animateur qui parle, testeur qui parle, a complètement l'inverse. Et voire même le grand moment de silence bien sympa quand elle regarde et elle se dit... Qu'est-ce qu'elle se dit en fait? Il l'a même quand on n'a pas attrapé là dans cette situation là, quand on parle de forcer ou inciter l'utilisateur à verbaliser, c'est exactement ça. Ces moments de silence. Et moi personnellement, j'ai déjà eu cette situation et je me suis fait avoir. Et j'étais tellement captivée, tellement prise par l'objet que j'ai même pas pu relancer la personne pour qu'elle me dise ce qui se passait. Voilà, on ne doit pas avoir ce rapport de temps d'animateur qui parle versus de testeur dans ce sens-là. Ça doit être complètement l'inverse. Et surtout, même à la fin, c'est même Michel qui conclut, qui finit la partie. Regardons maintenant Michel et Grégory nous montrer une bonne manière de faire. On va commencer le test. Imaginons qu'on est en camping et que c'est l'heure de l'apéro. Je vous invite à prendre le couteau et dites-moi ce que vous avez envie de faire. J'ai envie de trouver le tire-bouchon, parce qu'il y a une bouteille devant moi. Je ne sais pas où il est, mais mon œil est attiré par ce grand élément là qui ressort. N'hésitez pas à verbaliser. Oui, c'est le couteau. J'imagine que c'est le couteau. Comme élément principal d'un couteau, je trouve ça super qu'il soit vraiment visible, puisque c'est ce que je vais sans doute utiliser le plus avec ça. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est, et surtout je ne sais pas comment l'ouvrir. Et vous voudriez l'ouvrir comment? Je voudrais l'ouvrir, il n'y a pas d'encoche, il y a des encoches un peu partout, pas là-dessus. Donc j'aimerais avoir une encoche, ce serait quand même vachement plus pratique. Et là, il n'y en a pas, donc c'est un outil spécial. Je ne sais pas comment... Vous permettez? Oui, bien sûr. Là, comme ça, sur le côté. D'accord. Ok. Donc là, c'est petit. On va me couper. Ok. À quoi ça peut servir? Ça ressemble à une scie, mais c'est trop petit pour être une scie. Donc je ne sais pas très bien l'usage. Ça pourrait servir à quoi, à votre avis?
Bah, moi, je l'utiliserais comme couteau à pain. Avec une taille comme ça, en camping, c'est pratique. Donc, mais je ne sais pas si c'est fait pour. Mais moi, en tout cas, instinctivement, je l'utiliserais pour couper du pain. Par contre, l'ouverture, pas bon. Là, je vais pas me couper. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est ce que je pense. Le crochet. Ben voilà, ben ça, typiquement, c'est sur tous les couteaux. Je sais pas à quoi ça sert et me demandez pas, je saurais pas à quoi ça sert. Et c'est dommage parce que ça prend de la place sur un petit couteau comme ça. Et vous voudriez quoi à la place? Ben, une lampe de poche, par exemple. Parce que il n'y a pas de couteaux qui ont des lampes de poche et On ne se clairement, en moque pas des camping, utilisateurs. enfin, c'est utile. Le crochet. Ok, ben, je pense que j'ai fait le tour. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Et ben, avec plaisir. Alors, on va voir quelques éléments qui nous semblent importants d'avoir durant ces tests-là. La première chose, c'est d'avoir préparé son scénario. Là, on voit que Michel, même dans la vidéo d'avant, il le faisait. Imaginez, vous êtes au camping, vous allez prendre l'apéritif, etc., etc. On met l'utilisateur, l'utilisatrice dans des conditions de test. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de préparer un objectif. Une situation finale. Par exemple, on aurait pu très bien tester que le tire-bouchon et dire, voilà, vous êtes au camping, nanana, vous avez envie d'ouvrir une bouteille, et donc votre objectif, c'est de réussir à avoir, voilà, vous voulez ouvrir une bouteille. Et donc là, on voit comment l'utilisateur ou l'utilisatrice va utiliser ce couteau-là. Moi, j'ai travaillé pour un bailleur social dans cette partie de test exclusivement, dans laquelle l'idée, c'était de tester une nouvelle application de leur système pour permettre à des personnes qui cherchent un logement de trouver leur logement. La situation initiale, c'était trouver des logements sur le Bon Coin. Et donc, en fait, la première chose qu'ils voyaient, c'était une application mobile. La première chose qu'ils voyaient, c'était le Bon Coin. Ils voyaient des logements dans le prototype. Quand ils cliquaient sur un bien, ils étaient renvoyés vers l'application qui était prototypée, qui était la nouvelle application. Et l'objectif, c'était qu'ils trouvent un logement qui soit compatible avec leurs critères. Parce qu'il y a plein de critères en logement social, en fonction des personnes, de leurs revenus, etc., etc. Et donc, ils trouvent le logement et pour tester des configurateurs, plein de trucs comme ça. Donc, ils avaient une situation initiale, ils avaient une situation finale, et à partir de là, ils sont libres. Là, on voit bien, même dans le test, il dit j'ai envie de faire le tire-bouchon. Il arrive, il regarde le couteau, il prend le couteau. Et en fait, il oublie complètement le tire-bouchon. On laisse faire. Le deuxième point qu'on trouvait important, c'est effectivement connaître son outil. Comme on disait, voilà, on doit savoir toutes les fonctionnalités de l'outil, toutes ses limites. Et puis, petit point d'attention par rapport à ce qu'on disait juste d'avant sur qui mène le test. Si vous déléguez finalement à une personne externe, parce que vous pensez être trop impliqué et pas réussir à vous détacher, que cette personne, si c'est un UX designer, qu'elle maîtrise aussi bien que vous l'outil qu'elle va tester et qu'elle connaisse les limites si le produit en a. On le disait tout à l'heure dans les modes pratiques, il ne laisse pas faire, Michel ne laisse pas faire. Là, Michel, elle laisse faire. On réfrène l'envie d'intervenir, on réfrène notre envie d'aider, ce qui n'est pas facile. Et ce qui est intéressant, c'est non pas d'essayer d'apporter des réponses, mais quand on voit que quelque chose ne fait pas exactement ce qu'il faudrait, justement qu'il y a un doute chez la personne qui est en train de tester, de répondre avec des questions, pas des réponses. Pour continuer à laisser parler la personne. Et en fait, on voit bien, là, la personne, elle parle, la personne qui teste, on n'entend qu'elle. Rester dans le moment. C'est pas imaginer des situations. Laisser vivre le testeur son expérience et vous raconter ce qu'il est en train de vivre avec son couteau. L'idée, c'était, on est au camping, ce serait couper le pain. Laissez-le se projeter et vivre sa propre expérience en restant dans le moment que lui, il est en train de finalement s'imaginer. On ne veut pas que l'utilisateur soit en train de concevoir, imaginer comment, si et ça et ça. Même l'introduction, il faut qu'elle soit corrélée un peu aux gens qu'on a fait venir, si on a fait des panels utilisateurs. Ce qu'on veut, c'est que la personne ne soit pas en train de réfléchir et de cogiter, on veut qu'elle soit en train de vivre et de capter les émotions. Et si la personne est dans sa tête, elle n'est plus en train d'avoir des émotions. Donc c'est ça qu'on vient chercher.
Et enfin, on va pouvoir poser quelques questions cons, là encore. Michel, dans la deuxième partie, elle en pose quelques-unes. Elle dit comment voudriez-vous que ça s'ouvre elle pose une question à un moment donné qui est qu'est-ce que ça fait d'après vous, quelque chose dans le genre, pour la scie. C'est une bonne question con, c'est une question con, mais elle a un petit risque, celle-là. C'est celle que l'utilisateur ressent encore qu'il est en train de se faire tester et qu'il y a une bonne réponse à ça. Une meilleure formulation, c'est à quoi voudriez-vous que ça serve? Et en fait, le côté vouloir, donc ma motivation, c'est le meilleur moyen de remettre l'utilisateur là dans l'instant présent et de ne pas chercher à avoir la bonne réponse, mais d'essayer d'avoir sa propre interprétation. Et ben on arrive à la dernière étape, le débrief. Donc là, c'est vraiment de récolter du feedback de manière générale sur le produit qui est testé. Et nous allons voir Michel nous faire un petit... Nous montrer un peu ce qu'il faut peut-être pas faire. Bon ben, le test est enfin fini, ça vous a plu? Oui. Ok. Vous diriez que ce couteau est pourri, très utile ou indispensable? Juste utile. J'ai pas juste utile, j'ai très utile. C'est ce qui s'en rapproche le plus, ça vous dirait? Non. Je mets très utile, ça rentre dans les cases comme ça. Ok. Donc j'imagine que ce couteau, il vous plaît alors? Ben, tout n'est pas évident dans l'utilisation, mais... Oui, ben, c'est un prototype, hein, c'est aussi une version test, et les choses iront beaucoup mieux. Et après, je suis surpris pour le tire-bouchon, parce que sur nos bancs de test, ça marchait très bien chez nous. Hein. Je suis surpris, je suis désolé. Très bien. D'après vous, qui seraient les acheteurs potentiels de ce couteau? Ben, je sais pas, moi, qui serait intéressé par ce genre de couteau. Vraiment, vous savez? Non? Bon. Bah, dans ce cas, c'est bon pour moi. Merci beaucoup pour cet échange et merci beaucoup pour votre accueil. Donc, ce débrief, bon, encore un outil. Quoi. Là, c'est une espèce de... On imagine la feuille Excel et le tableau avec les cases à remplir. On l'avait dit tout à l'heure, garder cette fameuse connexion, donc laisser libre votre conversation et pas forcément essayer de remplir un espèce de questionnaire qui finalement entraîne des choix orientés. L'utilisateur, ça ne lui plaisait pas, les trois possibilités. Donc c'est finalement des non-choix. Elle commence à répondre des non-choix. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Michel, là, est encore dans la justification. Non, mais ça marchait très bien chez nous. Dans nos bancs de test, ça marche. Donc on n'est pas en train de vendre le produit, on est en train de récupérer normalement du feedback. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de justification. Il y a la parole et toujours au testeur. Et alors, il y avait une question con à la fin de Michel, parce que finalement, qui était courte, ouverte et neutre, qui était qui pourrait utiliser ce couteau ou les clients potentiels qui pourraient l'utiliser. Mais on est quand même à côté, en fait. Là, on est face à un utilisateur, une personne lambda qui, comme vous et moi, pourrait avoir besoin de ce couteau-là. Il n'est pas marketeur, donc il n'a aucune idée du marché des gens qui pourraient utiliser ce couteau, et encore moins, il n'a pas... participer avec vous à la création et à l'imagination des potentiels utilisateurs. Quel est le marché qui pourrait être utile, qui pourrait répondre à ce couteau? Et donc, dans cette phase-là, on va pouvoir dégainer, c'est vraiment là où on va pouvoir dégainer le plus de questions cons qu'on peut avoir. Il y a une première question con qui est vraiment très très con, parce qu'elle est vraiment très très courte, elle est vraiment très très ouverte et donc très très neutre, qui est « Vous en avez pensé quoi ?» En fait, elle est vraiment très générale et elle permet d'aller chercher auprès de la personne qui est en train de faire le test la première chose qui lui vient à l'esprit, la première chose qui lui reste après avoir testé ce couteau. Un avis général, très général. On va la laisser parler, on va voir ce qui sort. Après, on peut basculer sur donc quelque chose d'un peu plus orienté, certes, mais qui va rester un ensemble de questions cons qui va concerner la partie positive. Qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui était intéressant pour vous, etc., etc. Un ensemble de questions sur la partie positive du couteau. Laissez parler la personne. Et nous, ce qu'on conseille, c'est quand la personne qui teste semble avoir terminé sa réflexion, parce que ça peut aller très vite, c'est de la relancer. Et est-ce qu'il y avait autre chose qui était bien? Est-ce qu'il y avait autre chose? Quoi d'autre? Pour aller voir jusqu'à ce que la personne dise « Non, là, je ne vois plus rien ».
Comme ça, on est sûr d'avoir épuisé les possibles. On fait la même chose sur le côté négatif. Et on continue de creuser. Et un ensemble de questions, donc des questions cons sur, justement pour pallier à ce problème d'études de marché, hein, donc savoir quel va être l'usage. Donc déjà une question simple, qu'est-ce que vous feriez avec? On vous a mis dans une situation, mais peut-être qu'il y a d'autres cas d'usage de ce couteau. Qui d'autre à votre connaissance en aurait l'usage? Et là, on n'est pas en train de lui demander dans l'absolu sur le marché, etc. C'est à votre connaissance ou dans votre entourage. Donc on est encore en train de s'adresser à la personne et pas lui demander de faire de la conception. Et ça va nous permettre de basculer, en plus, comme on l'a projeté dans son usage, comme on l'a projeté dans son entourage, de pouvoir lui poser la question de savoir à quel prix elle serait prête à mettre, cette personne, pour acheter ce couteau. On est encore une fois dans de la captation pure d'informations. C'est pour ça que c'est vraiment super important si vous pouvez filmer ou à minima enregistrer en audio, parce que ça vous permet vraiment de pouvoir poser le maximum de questions et d'être à l'écoute totale. Mais ce n'est pas toujours évident pour les gens de se faire filmer et ça met mal à l'aise. Eh ben, on a passé les 5 étapes qu'on vous avait promis dans ces tests utilisateurs. Et on va revenir un peu sur les choses importantes qu'on pense être utile de retenir sur ces 5 étapes. Donc, la première, l'accueil. Dès le début, à peine vous dites bonjour à votre utilisateur, créez ce fameux lien. C'est l'élément essentiel qui, en tout cas, c'est cette connexion qui va vous permettre, finalement, jusqu'à la fin, d'avoir des vrais, vraiment de la matière par rapport au feedback que l'utilisateur va vous laisser. Dans les questions de contextualisation, donc il y a 2 choses. La première, c'est de poser les bonnes questions pour récolter de l'information de qualité. Mais il y a, encore une fois, le fait de s'assurer qu'on garde le lien, qu'on crée un espace convivial d'écoute, d'échange et de liberté de parole. Dans l'introduction, c'est rester clair et rassurant. Lui repréciser qu'on n'est pas là pour le juger lui, mais qu'on est en train de se poser des questions sur le produit et de récolter de l'information sur le produit. Et clair, c'est aussi être simple, en fait. Utiliser des mots et du vocabulaire simple. Dans le test, on l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit, c'est vraiment fondamental, c'est de laisser faire, de se réfréner son envie d'intervenir. Et dans le débrief, c'est bon, c'est là qu'on peut dégainer toutes les questions cons. Et vous obtiendrez grâce à ça un feedback. Génialissime. On vous a mis quelques références qui nous ont permis de travailler cette pratique du test utilisateur. Et on voulait rendre à César aussi ce qui appartient à César. C'est la notion de con, courte, ouverte et note, qui est l'article 8 astuces pour réussir ses interviews utilisateurs. Vous tapez ça dans Google, vous allez tomber dans l'article. Et il y a en plus d'autres exemples de questions cons que vous pourrez poser, qu'on n'a pas forcément mis dans la conférence, si vous voulez en avoir un peu plus. Est-ce que vous avez des questions? Des questions cons. Et on va faire attention avec on va mieux manipuler le micro pour éviter de blesser qui que ce soit. Avec quel ustensile ouvert? Allez, je me déplace. Pardon, excuse-moi. Il y a eu un moment où l'utilisateur il a dit j'aimerais bien une lampe de poche et moi ça me faisait penser au moment où on a des tests utilisateurs et les utilisateurs ils posent une question qui ne dépend pas du tout du périmètre du couteau parce que là, on se doute bien que la lampe de poche dans un couteau c'est en dehors du produit. Comment on fait quand un utilisateur il dévie tellement qu'il demande quelque chose qui n'a plus rien à voir avec Et pourquoi pas on n'aurait pas une lampe de poche sur un couteau? C'est ça en fait, en tant que finalement animateur où moi je me mets dans la peau que j'avais avant en tant que responsable produit, c'est ça en fait. C'est j'avais pas pensé en disant ça serait peut-être utile une lampe de poche. Alors oui, peut-être ça coûte trop cher, c'est pas faisable, voilà. Et c'est hors périmètre de mon équipe parce que y a pas on met pas d'électricité dans le couteau. Mais il faut prendre en fait. Il y a pas un testeur ne vous donne pas de mauvaise réponse. Il vous donne juste ce que lui il a ressenti à ce moment-là. Et ce que lui, il pense avoir besoin dans cette situation-là. Après, il y a une recommandation, c'est de combien de personnes on interviewe.
Et l'idée, c'est il y a une moyenne pour commencer à récolter de l'information et commencer à converger. C'est 5-6 personnes par segment d'utilisateur, par segment de marché. Donc là, si un utilisateur ou une utilisatrice commence à nous dire « j'aimerais une lampe de poche, j'aimerais une quille de billard, j'en sais rien », est-ce que 5 personnes vont nous sortir la même chose? Parce que si 5 personnes nous sortent la même chose, tant mieux, on l'a eu maintenant et on n'a pas sorti le produit sans ça, parce que je pense qu'il nous manquait quelque chose d'assez important. Par contre, s'il y a une personne qui nous en parle, de toute manière, nous, on a dit on laisse faire, on débriefera après. Voilà. Est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est 5 personnes? Et là, on saura si c'est important, si c'est vraiment dévié ou pas. Bonjour. La question que je me pose, c'est toutes ces questions se posent dans une relation avec finalement des testeurs un peu neutres. Parfois, dans nos contextes, on a les mêmes utilisateurs-testeurs qui reviennent fréquemment, qui ne sont pas forcément satisfaits des précédentes expériences, voire même de l'expérience générale du produit. Quelles sont les questions ou les astuces de cadre qu'on peut mettre au début pour faire en sorte que le test soit plus neutre et ne soit pas inspiré par toutes les précédents tests ou précédentes expériences? C'est une excellente question. La question, c'est c'est quoi? L'expérience en elle-même qui s'est mal passée ou c'est le produit qui n'était pas du tout satisfaisant? Les deux. Je pense qu'il faudrait voir dans les cas typiques. En tout cas, il y a un grand enjeu sur la connexion et sur le fait de repositionner les bases, d'être transparent, d'être honnête, pour remettre la personne dans un état d'esprit de coopération et d'empathie. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, peut-être penser ou l'introduire, peut-être le scénario de test pour lequel vous l'avez fait venir. Comme ça évite des dérives ou des déceptions. Voilà, essayer de le mettre dans une situation, si vous avez besoin, voilà, d'avoir ce feedback sur une situation précise. Bonjour. J'avais des questions par rapport aux signaux non-verbaux. Dans plusieurs vidéos, on voit la personne en face, le testeur, réagir, mais pas forcément de façon verbale. Je voulais savoir si vous aviez des tips à donner. Je pense que l'utilisation de la vidéo, le fait de filmer, c'est utile, mais du coup, en live, est-ce qu'il y a des choses pour réagir justement à ces signaux? Alors là, en plus, Michel et Michel l'ont bien accentué. Hein. Mais effectivement, la vidéo est un élément essentiel parce que après, ça se travaille de l'attraper au vol et d'essayer de rebondir. Mais ça se traite aussi a posteriori en disant tiens, là c'est bizarre. On pensait que c'était évident et on voit au visage qu'il est interrogateur, etc. Donc le conseil, c'est de les traiter. C'est en tout cas de se poser la question et idéalement de réagir sur le moment pour le faire verbaliser de pourquoi ça l'intrigue, pourquoi cette réaction, je pense, a intrigué. Mais je pense que c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on capte de mieux en mieux ces informations-là. La caméra, c'est indéniable. C'est sûr que quand on l'a pas, il y a une grosse perte d'informations, parce que donc l'idée c'est on a filmé, on a enregistré, ensuite on va aller capter toutes les informations qu'on peut avoir, pouvoir revisionner, parce qu'on loupe des choses. Ça demande énormément c'est quand même un exercice qui demande énormément de concentration. On n'est pas parfait tout le temps. Il y a plein de choses qu'on loupe sur le moment. Donc c'est vrai que la caméra, c'est vraiment un allié. Et le fait de faire verbaliser nous rattrape quand même une partie, permet de rattraper ça quand même. Et quand on s'est dit qu'on s'est beaucoup planté, moi je parle pour moi, c'est avec la vidéo, finalement, vous pouvez aussi l'utiliser pour avoir du feedback sur comment vous avez mené votre test, avec des gens plus expérimentés, etc., qui pourront dire « Mais là, tu avais vu qu'il y avait eu un moment de silence ?» Ouais, non. Donc comment tu peux réagir, etc. Aussi, améliorez-vous là-dedans. On va prendre une dernière. Je ne veux blesser personne. Oui, c'est pas une question, c'est juste un commentaire pour revenir sur la question d'avant. Là. J'ai envie de dire, alors moi je suis plutôt du côté utilisateur, j'espère qu'il n'y a pas de développeur qui est chez nous. Choisissez-les vos utilisateurs en fonction de la période du test au tout début. S'il n'est pas question de tout biaiser, mais
Si vous avez identifié l'utilisateur qui va être le prescripteur, bah, faites-lui faire les tests en premier, et puis il chargera de faire passer le message aux autres, et puis vous viendrez voir les autres après. Voilà, donc biaisez un petit peu les choses, n'hésitez pas. Et surtout, ayez confiance dans ce que vous présentez. Je pense que ça clôture magnifiquement cette conférence. Merci beaucoup. Bon, bah, le test est enfin fini. Ça vous a plu? Oui. D'accord. Vous diriez que ce couteau est pourri? Et encore, on vous en a mis qu'un extrait. Merci beaucoup.